Vous êtes la table ronde qui est la plus liée à l'actualité, qu'on voit tous les jours encore dans la presse. Donc les tribunes se succèdent pour déplorer principalement cette baisse des APL, donc de 5 euros pour tous, qui est déjà en vigueur actuellement, et puis de 50 euros, si j'ai bien compris, vous allez me le confirmer, puisque vous êtes des experts, pour les occupants d'un logement social, qui est en cours de discussion, elle, dans le projet de loi de finances, et qui pourrait d'ailleurs, si j'ai bien compris aussi, être corrigé, peut-être. Donc il y a un esprit, vous allez nous le dire, il y a un esprit du législateur qui consiste à lutter contre un effet inflationniste, supposé ou pas, de ces milliards d'euros représentés par les aides au logement. Le gouvernement donc prévoit une série de demandes aux bailleurs sociaux de baisser en proportion ou presque les loyers, bon, pour assurer une quasi-neutralité pour les locataires, ce qui vous vaut un manque à gagner tout à fait considérable. Vous allez nous en parler mieux que moi. Le gouvernement vous propose en contrepartie une incitation facilitée à la ressource financière que vous ne jugez pas, je crois, à la hauteur des enjeux. Le gouvernement entend également inciter vous autres à céder à ce que les occupants des logements sociaux les acquièrent, ce qui va en vous souciant également, puisque vous redoutez la constitution de copropriétés dégradées. Enfin, Monsieur Macron, l'autre soir à la télévision, a réévoqué ce sujet qui n'est pas tabou, puisqu'il n'y a pas de tabou, on est entre nous, de la fortune supposée de certains organismes de logements sociaux, qu'on appelait à l'époque les dodus dormants, je crois. Donc c'est pour vous dire que c'est un sujet quand même qui revient assez régulièrement. Voilà, tout ça pour planter le décor. Et Monsieur Vidon, je vous laisse commencer par nous dire, vous qui représentez le logement social en Île-de-France, tout ce que cela vous inspire. C'est un vaste sujet qui nous préoccupe fortement pour le moment. Je pense les trois intervenants à cette table ronde. D'abord pour rappeler un certain nombre de choses sur la question des APL. Ce sont des aides qui concernent environ 6,5 millions de personnes en France, dont 2 200 000 à peu près vivent dans le logement social. Et vous le savez, c'est une aide qui a été instaurée en 1977 à une période où la crise économique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, cette aide, elle a un coût qui est lié pas forcément et pas seulement au coût du logement, mais plus globalement à la situation sociale dans le pays, à la crise, au chômage et aux revenus précaires que touchent, ou faibles, que touchent un certain nombre de nos concitoyens. À partir de là, premier élément de préoccupation du mouvement HLM, pourquoi faire peser finalement sur les bailleurs sociaux la compensation de la diminution d'une aide qui relève de la solidarité nationale. Il y a là un problème de fond. La solidarité nationale est là pour justement pallier à un certain nombre de choses en matière de santé, en matière de ressources. Et pourquoi demander aux bailleurs sociaux, donc aux locataires du logement social d'une certaine façon, de compenser seuls cette diminution des APL décidée par le gouvernement pour réaliser des économies. Et nous comprenons la notion d'économie. Sur l'effet inflationniste supposé des APL, quel est votre regard ? Sur l'effet inflationniste des APL, concernant le logement social, il n'y en a pas, puisque les loyers sont réglementés, plafonnés, voire même gelés. Par contre, il peut y avoir, je le dis avec prudence parce que ce n'est pas vrai partout, mais il peut y avoir dans certaines villes un effet inflationniste des APL dans le secteur privé. Pour autant, le secteur privé n'est pas touché par les dispositions gouvernementales. Nous ne disons pas qu'il faut qu'il soit touché, mais nous constatons les choses et nous rappelons que les loyers du logement social, évidemment, eux, sont réglementés, plafonnés et gelés au 1er janvier 2018, d'ailleurs, comme ils l'ont été précédemment.
Pour vous, c'est simplement une mesure d'économie décidée par le ministère du Budget, c'est déguisé en choc ou en mesure désinflationniste alors. C'est comme ça qu'on doit la comprendre. Alors oui, clairement, c'est une mesure d'économie. Le gouvernement cherche à économiser les dépenses. Et le mouvement HLM l'a rappelé, il n'est pas opposé à travailler avec les pouvoirs publics d'une façon globale, parce que c'est notre intérêt à tous, à la réduction de la dépense publique. Mais pas de cette façon, puisque cette décision a été prise de façon unilatérale, de façon très rapide, sans concertation préalable, et qu'elle a un impact très fort et très immédiat dès 2018 sur l'exploitation des bailleurs sociaux, avec des conséquences lourdes qui vont être, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, à la fois sur la gestion de nos patrimoines, sur la capacité de maintenir l'entretien et la qualité du service, et puis, puisqu'on est en Île-de-France, sur la construction de logements sociaux. Non, mais on est au cœur du sujet, donc dites-nous, parce que c'est pas un procès, on va faire attention aux mots qu'on emploie, mais il y a cette espèce d'évocation de votre trésor caché, quoi. Alors, si vous nous dites que et on a entendu Brauzek, on a entendu, ça a fait beaucoup de bruit à Strasbourg, on a l'impression que dès demain, les logements sociaux seront plus entretenus. Donc, il y a quelque part, il y a deux discours là. Où est la vérité? On a du mal, nous, observateurs, à se faire une idée. Non, je crois que les logements sociaux sont bien gérés. C'est d'ailleurs pour ça que les organismes HLM ont une santé financière qui est globalement satisfaisante. Faut-il s'en réjouir? Sans doute. Je vous rappelle que l'Europe entière revendique ou envie plutôt notre modèle français du logement social. Donc on ne peut pas dire les Européens, les autres pays d'Europe regardent avec envie ce modèle qui a 100 ans, qui a permis de surmonter des crises importantes et qui contribue aujourd'hui en Île-de-France à loger des personnes qui, sans le logement social, ne trouveraient aucune forme de logement dans notre région. Et on ne peut pas en même temps constater que ce mouvement serait riche parce que bien géré. Le mouvement HLM dispose de ressources aujourd'hui, mais le mouvement HLM est aussi très endetté. Il y a 150 milliards d'euros de dettes, parce que nous empruntons à long terme, 40, 50, 60 ans auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc il est un peu facile de regarder la trésorerie du logement social et d'en conclure que nous serions riches. Et pour répondre à votre question sur les conséquences, les bailleurs sociaux, qui sont des gens sérieux, continueront à entretenir le patrimoine, mais certains organismes d'HLM, en particulier ceux qui logent beaucoup de ménages qui touchent l'APL, vont rencontrer des difficultés, et c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme. Et puis, d'une façon plus globale, la profession sera handicapée dans sa capacité à continuer à produire, ce qui est indispensable notamment en Île-de-France, et à contribuer par exemple au plan de rénovation urbaine qui s'annonce, qui est un plan ambitieux, mais qui nécessite des moyens financiers considérables. Très bien, on reviendra sans doute sur certaines de ces questions. Abraham Johnson, vous présidez un office de logement social. Dites-nous comment vous vivez, j'allais dire théoriquement, mais aussi très concrètement, cette perspective de manque à gagner. J'imagine que vous avez fait vos calculs et que vous allez pouvoir nous dire quelques chiffres aussi des conséquences que cela a. Vous nous direz aussi si vous estimez riche, très riche ou bien géré. Théoriquement et concrètement, je le vis mal. Pour rebondir sur l'orateur Maître Chassaing tout à l'heure, rebondir sur le propos qu'il a tenu au sujet de ce prix Nobel, le prix Nobel a aussi oublié de dire que s'il y avait eu du logement social, il n'y aurait peut-être pas eu de crise des subprimes aux États-Unis. Et je vais être assez concret, bien que ces sujets mêlent, comme vous l'avez considéré, une dialectique entre le théorique et le concret constant, et c'est ce qui fait l'acuité et l'intérêt de la matière, pour vous dire qu'un organisme assez solide sur ses assises, comme celui que je préside, va perdre à peu près 10 millions d'euros annuellement du fait de cette baisse de l'APL. Et cette baisse de l'APL, il faut véritablement la considérer dans le cadre d'un désengagement progressif de l'État en faveur du logement social. D'abord parce que avant cette baisse d'une aide à la personne, il y avait déjà eu la disparition des aides à la pierre. Et donc, peu à peu, le modèle économique qui soutient la croissance d'organismes comme les nôtres arrive à une réalité tout à fait sèche
au terme de laquelle on doit envisager dans quelle mesure le conventionnement avec l'État pourra demeurer. Quelle place pour le logement social? C'est la question que vous posez. Est-ce qu'il y aura à terme encore du logement social? Parce que si le logement n'est plus aidé, en réalité, on tombe directement dans les bras du marché. Et cela a plusieurs conséquences. Non pas que la question du marché doive être écartée, et le logement social s'insère aux côtés du marché pour assurer une offre diversifiée dans le parcours résidentiel des Français, mais bien parce que, en réalité, ce sont des effets de marché qui pèsent derrière la reconstitution du champ du logement. Et là, je veux être très très concret. Quand on vous dit, et quand vous posez la question de savoir si finalement la disparition de ces aides ne va pas aboutir à un dépérissement de l'action en faveur des ménages qui habitent dans le logement social, le président de la ORIF vous répond à juste titre, parce qu'il est ambitieux et parce qu'il tient à son mouvement, que les organismes HLM continueront d'assurer un certain nombre de prestations. Mais la dégradation de leur trésorerie aboutira à des effets de reconstitution au sein du champ HLM. Et c'est en réalité ce qui est un petit peu induit par la volonté gouvernementale, le fait que les organismes sociaux se recomposent, qu'ils créent des partenariats, qu'ils fusionnent. Alors ça, c'est légitime, c'est illégitime, c'est effectivement, et M. Macron l'a dit l'autre soir à la télé. Je n'y vois aucune... 800, je crois, 800 organismes, c'est trop, a-t-il dit. Il faut qu'ils fusionnent, comme d'ailleurs que d'autres instances sont appelées aussi à fusionner, les communes par exemple. Je n'y vois aucune illégitimité. Simplement, regardons bien que le processus d'économie d'échelle que cela semble sous-tendre est en réalité un processus de rapprochement avec le marché et avec la logique du marché. Parce que concomitamment à ces regroupements, vous avez la disparition des aides individuelles, des aides personnalisées. De fait, en réalité, si vous regardez à une échelle qui s'exonère un petit peu de la seule question sociale, la façon dont cet univers se recompose, vous avez très nettement la disparition du champ du social dans le logement. C'est ça la réalité un peu macro. Bon. Et la conséquence tout à fait directe, et ensuite j'arrête là en essayant d'être très concret, parce que ces effets étant insidieux et très implicites, on a forcément du mal à les mettre au jour et à les faire toucher du doigt. La réalité, c'est d'abord que le logement social contribue, d'une manière tout à fait contracyclique, si j'ose dire, à la croissance économique. D'abord parce que c'est un logement qui est bien construit, avec des normes stables. Vous posiez, cher maître, tout à l'heure la question des normes. Les normes dans le logement social répondent à un équilibre assez parfait, c'est assez avant-gardiste, sans être forcément extrêmement dépensier. Cette contribution et cette relation que nous avons avec les opérateurs économiques, ceux-ci y tiennent. Dans le territoire immédiat, mais aussi les grands opérateurs économiques du bâtiment et des travaux publics, qui vont directement être concernés par la façon dont nous ne pourrons pas investir. Enfin, regardez bien que si nous dégradons les prestations que nous rendons aux locataires, aux habitants, aux citoyens, de fait, les pouvoirs publics, auxquels nous avons naturellement affaire, en la personne des maires, des présidents de département, vont tout de suite tenir que ce modèle s'effrite. Et alors que nous sommes dans un cadre où le foncier est de plus en plus cher, et où c'est finalement, pour les collectivités territoriales, le seul moyen de soutenir des budgets dégradés, raison pour laquelle ces collectivités ont tendance à vendre de plus en plus cher ce foncier lui-même. Nous sommes tout à fait désarmés devant des élus locaux qui feront à chaque fois le pari de la rente, plutôt que le pari du logement social. On est donc dans un effet qu'il faut pouvoir examiner, pas simplement au sein de l'univers du logement social, mais, comme vous l'avez peut-être fait aujourd'hui, sur le fondement de toute la question du logement et plus encore de la politique économique
que ce gouvernement souhaite mener. Merci infiniment. Avant qu'on voit comment M. Constantin voit ces questions, puisque vous, j'allais dire, à partir des gens qui en ont le plus besoin finalement et qui sont le plus éloignés du logement libre, je voulais vous citer, M. Vidon, de cette citation récente d'Édouard Philippe. Nous discutons avec le mouvement HLM d'un mécanisme vertueux et d'une réforme structurelle pour accompagner la baisse des loyers et la baisse des APL. Donc ça veut dire que, il a dit ça le 20 octobre devant l'Assemblée des départements de France, ça veut dire que les discussions se poursuivent. Vous avez espoir finalement d'obtenir, et qu'est-ce que vous demandez finalement quand on vous sollicite, puisque c'est un work in progress, le texte arrive à l'Assemblée, je crois, ou au Sénat dans quelques jours. Oui, nous espérons d'abord que le Premier ministre, que le ministre du Logement ont entendu l'expression des bailleurs sociaux, expression forte qui s'est manifestée en particulier le 17 octobre devant l'Assemblée nationale où la Fédération des offices publics de l'habitat avait rassemblé les salariés et puis tous ceux qui soutiennent le logement social pour venir rappeler leur opposition et leur inquiétude par rapport à tout ce que nous venons de rappeler. Et puis pour dire aussi que le logement social est en capacité d'évoluer, de se réformer. On faisait référence tout à l'heure au nombre de bailleurs sociaux, par exemple. D'abord, ce nombre de bailleurs sociaux, quand on le compare à celui d'autres pays d'Europe, il n'y en a pas forcément plus, il y en a parfois même moins. Et puis, deuxième chose, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 10 ou 15 ans, le nombre d'organismes HLM a considérablement, alors pas forcément diminué, mais le mouvement s'est organisé. En particulier, les entreprises sociales pour l'habitat, aujourd'hui, qui est l'une des familles du logement locatif social, est très structurée sous forme de groupes, ce qui est une bonne réponse. Et du côté des offices publics de l'habitat, avec la dynamique intercommunale, avec l'achèvement de la métropole du Grand Paris et des EPCI, eh bien, le même mouvement est en train de se mettre en place. Donc, progressivement, les choses se font. N'accusons pas d'immobilisme un mouvement qui travaille, qui s'organise, qui est en capacité de proposer à l'échelle intercommunale des politiques communes et cohérentes. Voilà. Ça, c'est sûr. C'était juste pour revenir sur un des propos d'Abraham Johnson qui me semble important en réponse à votre question sur le tissu des bailleurs et son organisation. Alors maintenant, sur la façon dont les choses se passent, eh bien, il y a donc à la fois une expression forte du logement social, uni dans toutes ses composantes, soutenu par l'Association des maires de France, il faut quand même le souligner, soutenu par le secteur du bâtiment qui est préoccupé par les conséquences que pourraient avoir ces dispositions, soutenu par les locataires du logement social, soutenu par nos collègues du secteur associatif, avec qui nous essayons de trouver des solutions pour loger les plus démunis, qui seraient les plus concernés par ces dispositions, puisque la baisse de la production toucherait en particulier le logement le plus difficile à équilibrer, qui est le logement PLAI, qui est le logement qui sert aux personnes les plus en difficulté parce qu'il a les plus bas loyers. Par rapport à ça, parallèlement à cette protestation, disons-le, eh bien, oui, il y a des négociations qui se sont engagées sur une base qui est celle de remettre en question l'article 52 du projet de loi de finances tel qu'il est écrit aujourd'hui et qui amène de façon très rapide quelques dizaines, voire centaines d'organismes dès l'année 2018 à rencontrer de grandes difficultés. Nous souhaitons trouver avec le gouvernement les termes d'un accord qui permettent au logement social en France, en Île-de-France, de continuer à construire, de continuer à préparer la rénovation urbaine, de continuer à rendre aux habitants les services auxquels ils ont droit. Merci infiniment. Vous y faisiez référence, un risque d'impact sur les plus fragiles, sur les plus faibles. Les médias ont relaté récemment le nombre d'enfants qui dorment dans les rues, etc. Alors sans vouloir trop générer d'émotions, mais dites-nous, vous qui vous occupez de tout ça, comment vous voyez cette question ? Oui, je pense qu'il n'est pas question d'émotion, mais bien de fait aujourd'hui. Vous savez peut-être pas, 4 millions aujourd'hui de mal logés en France, 1,2 million en Île-de-France. C'est-à-dire un francilien sur 10 est considéré sans domicile ou très mal logé.
C'est des statistiques publiques, vous pouvez retrouver d'ailleurs dans l'Institut d'aménagement d'urbanisme qui a fait un travail remarquable suite à l'enquête nationale logement 2013. Donc 1 sur 10, donc on a aujourd'hui un vrai enjeu et on est vraiment sur le noyau dur. Il faut savoir que c'est 3 fois plus de personnes qui sont fragilisées par le logement, c'est-à-dire des personnes qui peuvent aujourd'hui être locataire, mais être en difficulté de paiement à la fin du mois, ou déjà être en impayé. Donc on a aujourd'hui un enjeu majeur, et derrière on a des situations, on a des personnes. La semaine dernière, la Fondation, on a reçu une dame, 69 ans, expulsée de son logement à Paris. On lui propose quelques nuits en hôtel après son expulsion. L'hôtel lui convient pas, et aujourd'hui elle erre. Elle fait appel à la solidarité familiale à 70 ans. On a eu un couple avec 2 enfants en Seine-Saint-Denis qui vit dans un garage. On a 50 personnes aujourd'hui qui sont depuis 25 ans dans le Val d'Oise, sur un terrain avec des chalets, et on a détruit leur caravane et leur chalet. On leur demande de partir. On a plus de 300 personnes aujourd'hui qui sont dans un camping en Seine-et-Marne. Enfin, ce sont effectivement, chaque situation est différente. Ça, faut le rappeler. Et c'est vrai que quand on parle de masse, on parle d'1 million de personnes, c'est énorme. Mais derrière, c'est bien chaque situation. Donc aujourd'hui, il y a, enfin pas qu'aujourd'hui, ça fait depuis longtemps, la Fondation essaye d'interpeller, de sensibiliser, de mener aussi des actions directement auprès des personnes et de soutenir les associations qui les aident. Donc on est fortement interpellé depuis quelques mois. En quoi, vous l'avez compris, en quoi c'est les mesures qu'on vient d'évoquer par construction arrivent jusqu'aux plus démunis, qui n'ont peut-être même pas accès aujourd'hui au logement social. Enfin, comment vous faites le lien? Alors, les APL, c'est 14%, pour situer aussi, 14% des franciliens qui effectivement bénéficient de ces aides. Pour nous, les APL et le logement social en général, c'est un peu la colonne vertébrale aujourd'hui du logement, notamment en Ile-de-France, et on l'a rappelé ce matin qu'on était quand même sur une zone très tendue. On nous a annoncé effectivement donc plusieurs choses. Premièrement, la baisse de 5 € pour les locataires du parc privé, pris par décret, donc jusqu'en décembre, donc on ne sait pas ce qui va se passer après. 2008, on l'a rappelé, un gel de tous les allocations. Ensuite, baisse des APL pour les locataires du parc HLM avec compensation éventuelle avec une baisse de loyer, et aussi la suppression, il ne faut pas l'oublier, des allocations logement pour les accédants les plus modestes à la propriété. Donc on est face à des mesures qui nous arrivent alors que la Fondation, depuis plusieurs années, demande la revalorisation de ces aides, revalorisation du forfait charge, suppression du mois de carence et même extension de l'aide au logement pour les personnes en habitat mobile. Donc on voit bien qu'on ne peut pas être satisfait de la réponse qui est proposée aujourd'hui, et on voit bien les inquiétudes. C'est pour ça qu'on a rejoint, on a un peu parlé, vous avez sûrement entendu parler de ce collectif Vive l'APL. On a fait de nombreuses mobilisations, on a déposé un recours au Conseil d'État récemment pour demander la suspension du décret justement pour la baisse des 5 €. Donc on va avoir la réponse peut-être cette semaine, en tout cas dans les jours qui viennent, sur cette suspension avant d'aller au fond. Donc voilà. Vous non plus, vous ne croyez pas du tout à ce qu'on entend, mais pas qu'au Café du Commerce, et qui consiste à dire mais les APL enrichissent d'abord les propriétaires. Si les APL, si les montants aujourd'hui donnés sont en augmentation, il faut simplement se dire que c'est parce qu'il y a de plus en plus de ménages pauvres. Et que c'est une réalité aujourd'hui. L'Île-de-France a beau être la région la plus riche de France, c'est aussi celle où il y a le plus aussi d'inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, et c'est celle aussi où le taux de pauvreté a augmenté le plus rapidement en France métropolitaine. Donc non, on ne croit pas, effectivement, les APL ont toujours été un peu rabotés, quel que soit le gouvernement. Là, c'est peut-être plus qu'un coup de rabot. Donc vive inquiétude, parce que on voit bien que la difficulté aujourd'hui des gens pour se maintenir dans un logement, l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des loyers, moi ça me pose pas de problème si à partir du moment l'augmentation des revenus suit. Or c'est pas le cas.
Aujourd'hui, on a une augmentation beaucoup plus rapide ou beaucoup moins rapide des revenus, et avec un taux d'effort du coup pour les ménages, quel qu'il soit, modeste ou pas. Mais on s'aperçoit quand on regarde de près que c'est quand même les ménages les plus modestes qui subissent le taux d'effort le plus important par rapport à leurs ressources pour se loger, donc pour se maintenir ou pour accéder à un logement. Donc là, on a un vrai risque. On va peut-être en reparler sur, effectivement, plus de production ou moins de production de logements HLM dans les années à venir, mais on a aussi le risque, effectivement, de stigmatisation de plus en plus forte, et ils le sont déjà, des personnes qui peuvent bénéficier des aides au logement. On voit qu'on a aujourd'hui, on en a un peu parlé, une difficulté aussi pour ces ménages à bas revenus de trouver du logement, et c'est clair. Vous avez, alors partout, mais sur certains territoires, une volonté d'éviction et de surtout pas accueillir les ménages de bas revenus qui viendraient d'une autre commune. Très bien, oui, ça a été un peu dit tout à l'heure, et on n'est pas encore au PLU intercommunal. En un mot, si vous voulez, avant que je vous demande à chacun de conclure, en formulant des propositions finalement, parce que peu importe cette stratégie logement, je vous demanderai de me dire ce que vous feriez. Est-ce que vous êtes des partisans du statu quo complet, ou est-ce que vous avez des idées vous-même d'évolution, de réforme, d'amélioration du logement social? Mais avant cela, j'aurais voulu que vous me disiez chacun, je crois que vous, je le disais en introduction, vous n'êtes pas tellement convaincu par les mesures notamment de facilitation de l'accès au crédit qui vous sont proposées par le gouvernement, ni même par celles qui consistent à vous inciter, alors j'ai pas trop compris comment, mais à faire en sorte que les cessions et des logements par leurs occupants voient leur nombre augmenter. Je crois que ces deux dispositions, un peu de compensation, d'accompagnement, ne trouvent pas tellement grâce à vos yeux, si j'ai bien écouté vos propos jusqu'à présent. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais commencer. Alors, il y a deux choses. Sur la question des compensations, le gouvernement, en face de la demande de baisse des loyers pour pouvoir baisser les APL, nous fait un certain nombre de propositions de compensation, qui sont en particulier des aménagements de taux du livret A, qui sont la possibilité d'accéder plus facilement à des prêts à taux zéro, ou qui sont la possibilité d'allongement de prêts. Ces mesures sont prises en compte et ont été étudiées de façon sérieuse et précise par l'Union sociale pour l'habitat. Et nous ne rejetons pas ces mesures. Nous constatons simplement qu'aujourd'hui, ces mesures sont insuffisantes parce que l'impact immédiat de la baisse des APL aura raison de la santé d'un certain nombre d'organismes avant même que ces mesures puissent produire de l'effet. Et que ces mesures, qui sont des mesures qui accompagneraient la croissance, ne pourront d'autant plus pas avoir d'effet si les organismes ne peuvent plus construire. Il ne sert à rien de nous proposer un prêt à taux zéro pour construire des logements supplémentaires si de toute façon on est en tellement mauvaise santé qu'on n'est plus capable de construire du tout. Je caricature un petit peu, mais c'est pour vous donner l'état d'esprit. Donc finalement, dans cette affaire, ce que nous disons sur ce premier élément, c'est ces dispositions sont insuffisantes, elles sont à prendre en compte dans le cadre d'une discussion équilibrée, mais la baisse des APL est trop rapide et beaucoup trop forte pour pouvoir être digérée, entre guillemets, par les bailleurs. Et sur le deuxième point, qui est celui de la vente, le gouvernement, en complément des propositions que je viens d'évoquer, nous dit il y a un moyen assez simple, finalement, de vous procurer des ressources nouvelles, c'est de vendre une partie de votre patrimoine aux habitants, sachant que les produits de cession dégagent les moyens de construire des logements supplémentaires. Le mouvement HLM en France vend à peu près 8000 logements par an. Le gouvernement souhaiterait passer à 40 000. Nous attirons l'attention sur le fait qu'il est déjà difficile d'en vendre 8000, tout simplement parce qu'il faut trouver des acquéreurs qui aient les moyens d'acheter ces logements. Deuxièmement, parce que nous sommes des gens sérieux et que quand nous vendons des logements, nous ne vendons pas, entre guillemets, les passoires thermiques, parce que notre mission d'intérêt général n'est pas de mettre en difficulté de futurs acquéreurs, ce qui veut dire que nous réhabilitons d'abord les logements avant de les céder. Deuxième élément, donc tout ça prend du temps et tout ça renchérit le coût du logement, donc limite aujourd'hui la capacité de vente. Et puis troisièmement, nous n'avons aucunement l'intention de vendre certains logements qui pourraient demain, après-demain ou un peu plus tard devenir des copropriétés dégradées, au moment où en Île-de-France, le gouvernement, les pouvoirs publics nous demandent de venir au secours des copropriétés dégradées, de Clichy-Montfermeil par exemple,
ou de Grigny dans le cadre d'opérations de requalification. Nous pensons donc que la vente du patrimoine, qui est déjà pratiquée par un certain nombre de bailleurs, est un des éléments d'une politique, mais que cet élément doit être mesuré. C'est un élément de stratégie patrimoniale qui se construit avec les territoires et qui doit prendre en compte aussi la volonté des territoires et les capacités des acquéreurs, et que cela ne peut pas être simplement quelque chose que l'on met en face d'un désengagement de l'État. Vous parlez des Orcodiennes, vous parliez tout à l'heure d'Action Logement, sans le citer, qui finance largement l'ANRU. Vous pensez que en voie de cascade, ça menace les crédits de l'ANRU, ça menace les crédits des Orcodiennes, cette mesure? Ça menace la capacité des opérateurs, parce que Action Logement finance l'ANRU, les bailleurs sociaux financent également largement l'ANRU par tout ce qu'ils injectent dans les opérations. Il est clair que les dispositions sur l'APL, si elles allaient au bout, auraient un impact fort sur le programme national de rénovation urbaine qui est en cours de préfiguration. Monsieur Johnson, vous êtes à la tête d'un office qui pratiquait beaucoup l'accession sociale à la propriété. Quel regard vous portez sur cette incitation à céder davantage de logements? C'est très simple, c'est que, comme vient de le dire Monsieur Vidon, vendre le patrimoine, ça correspond à une stratégie qui doit être précise et qui, en aucun cas, ne doit mettre en difficulté les locataires. C'est pour ça que, pour ce qui nous concerne, nous avons retenu un modèle par lequel nous créons de l'accession sociale à la propriété, non pas par la vente de notre patrimoine, mais par des outils dédiés, avec les fameux PSLA notamment. Donc il y a une volonté de faciliter la propriété, avec les réserves qui ont été émises par l'orateur précédent, qui consiste à dire que la propriété, ce n'est pas forcément la chose la plus universelle ou la plus à promouvoir. Il y a des territoires, il y a des secteurs où l'offre peut se compléter et s'enrichir d'une accession à la propriété qui soit sociale. Les bailleurs le font en responsabilité, à l'effet de ne pas mettre en difficulté les acquéreurs. Très bien. Écoutez, merci infiniment. Il nous reste 5 minutes. On pourra peut-être dépasser légèrement. Chacun, peut-être vous, d'abord, Monsieur Constantin, qu'est-ce que vous feriez si demain vous êtes nommé, comme le bruit court, ministre du Logement? On l'a un peu évoqué. Je pense qu'effectivement, on peut. Nous, ce qu'on attend de ces propositions, déjà, la Fondation les a faites, les fait régulièrement. À chaque remise du rapport sur l'état du mal logement cette année, vous pouvez le noter dans vos agendas, 30 janvier encore à la Défense. Voilà, ça tourne autour de 15 grandes propositions qui sont données. Aujourd'hui, on milite effectivement pour une plus grande production de logements HLM et de logements HLM accessibles financièrement, effectivement, avec toute la discussion autour de la faible production ou de la mise en service de logements à moins de 6 € le mètre carré, avec de moins en moins de logements accessibles aujourd'hui en Ile-de-France. Je rappelle, parce que ce n'a pas été dit aussi, qu'il y a quand même des choses qui existent, dont le schéma directeur régional d'Ile-de-France, qui prévoit la mise en service, la production de 70 000 logements par an jusqu'en 2030, et qui prévoit également qu'en 2030, nous soyons à 30% de logements sociaux dans les résidences principales d'Île-de-France. Voilà, ça a été décidé. Ça serait bien que ça soit mis en œuvre, ça serait bien que ça soit pas remis en compte ou en cause à chaque, effectivement, nouveau politique qui arrive, quel que soit son niveau, parce qu'on n'arrivera pas. Aujourd'hui, on a une urgence à traiter la situation des personnes maintenant, aujourd'hui pour demain, mais aussi une urgence à se projeter dans l'avenir et à ne pas toujours, dans 15 ans, se revoir pour se dire qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème du mal logement. Donc arrêtons de mettre des pansements à un grand brûlé, essayons de prendre en compte l'enjeu aujourd'hui. Donc produire du logement, réserver tant que possible, en tout cas plus qu'actuellement, ces logements pour des ménages à faible revenu. Travailler, effectivement, on en a un peu parlé ce matin, il n'y a pas que le logement HLM, il y a aussi le parc privé. Donc on attire l'attention aussi sur la mobilisation de ce parc privé. On est pour un encadrement, je l'ai entendu ce matin, en tout cas, ça ne vous étonnera pas que pour la Fondation, nous sommes pour l'application de l'encadrement des loyers à l'échelle de l'agglomération parisienne. Voilà, un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place. Pour ne pas être trop long, ces mesures, effectivement, on a besoin d'un dynamisme et d'une vision aujourd'hui nationale, mais on l'a un peu esquissé, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui en Ile-de-France et qu'une bonne
bonne décision nationale n'est pas forcément appliquée au niveau local. Et inversement, vaut mieux qu'elle soit déjà bonne au niveau national pour avoir effectivement des effets localement que mauvaise déjà au départ. Mais même si la décision est bonne, on le voit aujourd'hui, on a même au niveau des services de l'État des directives qui sont données au niveau régional et qui, quand on regarde ce qui se passe dans les communes, c'est pas forcément appliqué. Pardon, je ramasserai ça. On peut le voir notamment sur les expulsions, puisque aujourd'hui, il est interdit d'expulser des ménages prioritaires au titre du DALO sans solution de relogement, et que les ménages prioritaires au titre du DALO sont gaiement expulsés aujourd'hui à quelques jours de la trêve hivernale. On a aussi la région, on a la métropole qui arrive, on a toujours les départements sur le côté action sociale, on a aussi les communes, on a les intercos. Enfin voilà, beaucoup aujourd'hui d'acteurs, et à chaque acteur, je pense que tous les acteurs ont envie de bien faire. Mais finalement, quand on regarde d'un point de vue on a cette obsession de regarder toujours ce qui se passe d'un point de vue des ménages à bas revenus et des personnes les plus mal logées, elles sont un peu les oubliées parfois et sont victimes des différentes discriminations aujourd'hui, avec un discours très violent quand même, très surprenant sur la pauvreté aujourd'hui, qui est parfois même choquante. Je ne sais pas, non, la personne n'est pas là, mais très choqué quand même ce matin quand j'entends que le droit est disproportionné et était toujours face du côté des locataires. Voilà, assez choqué sur ce genre naturellement de propos. On a besoin de tout le monde, et que les personnes de toute façon mal logées et très pauvres, ce sont nos voisins, ce sont nos concitoyens, et qu'on n'a pas le choix de trouver une solution. Très bien, merci infiniment, Monsieur Johnson. Si vous teniez la plume, à défaut de lever le crayon. J'ai bien apprécié le propos qui consiste à dire que c'est à l'échelle de l'agglomération qu'il fallait que les loyers soient encadrés. Sans doute faites-vous référence, Monsieur Constantin, à cette décision du tribunal administratif de Lille, qui finalement a fait voler en éclats l'idée même de l'encadrement qui serait pris dans une seule partie du territoire. Et effectivement, il y a fort à craindre que sur le territoire parisien, cette décision du tribunal administratif trouve aussi à s'appliquer. Mais si j'avais à tenir la plume, je reprendrais aussi chez M. Constantin l'idée de promouvoir une logique un peu plus planificatrice. Vous posez la question de savoir quelle est la place du logement social dans le Grand Paris, et c'est vrai qu'on a aussi envie de savoir ce qu'est le Grand Paris et quelle place il va accorder au logement social. Et la multiplicité des acteurs s'encombre d'une certaine volonté pieuse et de déclaration de bonnes intentions par rapport à cet objectif à atteindre, des 30% de logements sociaux. Je vois qu'il y a sur ce point une difficulté qu'il faut aussi expliquer assez franchement. Je ne sais pas si vous le savez, mais la vente du foncier communal, notamment, ou de quelques fonciers que ce soit qui appartiennent à une collectivité territoriale, n'est plus aujourd'hui l'objet d'une mise en concurrence. C'est-à-dire que l'aliénation du foncier se fait dans une opacité totale. Vous avez donc d'un côté une grande difficulté à ce que nous nous finançons du fait de cette baisse des APL, mais vous avez aussi une difficulté d'accès au foncier, une difficulté d'accès à l'ambition de nous développer. Et donc, en réalité, c'est le logement social lui-même qui est en train de disparaître. Ni plus, ni moins. Il faut donc trouver les moyens d'assurer par l'autorité publique des effets de promotion d'un logement public qui ne soit pas en opposition avec le logement privé et avec le marché, mais qui donne toute sa place à la protection des populations. À l'effet de quoi ? D'éviter la relégation successive que le Grand Paris porte en lui-même, d'une manière qui n'est pas encore assez objectivée. Les effets du marché et les effets du foncier aboutissent finalement à déplacer le périphérique. Et en réalité, c'est finalement cette zone des gares au sujet desquelles on fait grand bruit et qui n'ont pas réservé assez de place au logement social, elle aussi, du fait d'une multiplicité d'acteurs. C'est cette nouvelle frontière qui va particulièrement tendre, avec tous les effets que nous savons, cette zone qui est déjà dense.
Donc, de manière assez déterminée, il faudrait que nous ayons un outil qui soit un outil planificateur, qui permette d'atteindre un objectif raisonnable que tous les acteurs du logement souhaitent, parce que nous avons tous besoin, y compris les uns des autres, privé d'ailleurs. Les promoteurs ne disent pas autre chose. y compris le privé, et que cette planification nous permette de nous retrouver sur ces objectifs de cohésion sociale et d'intérêt général que nous partageons tous. Merci infiniment. Monsieur Vidon, il vous revient la charge de conclure en nous disant, vous, ce que vous proposez. Je crois que les deux orateurs précédents viennent de rappeler que nous sommes dans une région particulière dans laquelle la question du logement est absolument essentielle. Et la question du logement, pour être traitée intelligemment, elle ne se découpe pas en tranches, c'est la question globale des parcours. Ça commence par l'hébergement. Nous sommes dans une région qui accueille et qui accueillera durablement. C'est une métropole mondiale qui nécessite de loger les salariés, qui nécessite de traiter la question de la mobilité résidentielle, qui a besoin de logements social, très social, de logements intermédiaires, je crois que ça a été évoqué ce matin, et puis de logements privés, tout simplement. À partir de là, nous avons besoin de définir des politiques, des ambitions à l'échelle régionale. Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, que Éric Constantin et moi-même appelons de nos voeux d'ailleurs depuis longtemps, doit permettre de déterminer ce niveau d'ambition et puis de traiter les questions de rééquilibrage qui sont importantes. Bon, mais pour que tout cela puisse se faire, pour que le travail positif, la dynamique qui, pour ce qui concerne le logement social, est engagée depuis quelques années, la production de logement social en Île-de-France a doublé depuis 10 ans. Donc il y a une dynamique forte qui est engagée. Et bien pour cela, il ne faut pas casser les outils. Pour cela, il faut que chacun des acteurs prenne ses responsabilités. Il ne s'agit pas d'opposer aujourd'hui la position de l'Union sociale pour l'habitat ou de la ORIF et celle de l'État. Il s'agit de se constater que nous avons aujourd'hui des approches qui sont divergentes, que nous, acteurs du logement, attirons l'attention sur les problèmes considérables que poserait l'application de cet article de loi du projet de loi de finances, et que nous avons la responsabilité collective de trouver rapidement le bon réglage pour permettre à la fois de travailler ensemble à l'économie globale du logement dans notre région, rechercher des solutions qui permettent de construire moins cher, qui permettent d'aller plus rapidement, et en même temps de pouvoir construire davantage et non pas aboutir à une situation qui se traduirait par une restriction considérable au moment où nous avons besoin de l'inverse. Donc nous devons absolument trouver ce moyen pour que les dispositions qui seront prises, puisqu'il y a un projet de loi de finances, ne mettent pas en risque les opérateurs du logement social et leur permettent de poursuivre la dynamique engagée en Île-de-France. Merci infiniment. Monsieur Johnson, vous vouliez ajouter un mot? Juste dire quelque chose pour traduire tout notre embarras en réalité. C'est que l'examen du projet de loi de finances et les dispositions que nous regrettons relatives à la baisse de l'APL s'installent dans un moment antérieur à l'examen de la politique du logement qui sera menée par le gouvernement. Et donc, c'est une très très mauvaise manière et une façon réelle d'obérer l'avenir que de s'occuper de la finance avant de s'occuper de la question du logement elle-même. Merci infiniment, et je crois qu'on peut vous applaudir. Voilà, mais c'est la fin de la matinée. Merci beaucoup et à bientôt.